Toni Bertelletti, une femme d'une beauté éclatante et au succès indéniable, exerçait en tant qu'oculiste à Jackson, dans l'État du Mississippi. Sa réputation la précédait, une praticienne dévouée, d'une gentillesse rare, dont l'expertise médicale prodiguait des résultats remarquables pour ses patients. Toni chérissait les relations humaines, un amour profond pour les autres guidait chacune de ses actions. En 1999, le destin frappa à sa porte virtuelle sous la forme d'un site de rencontre. C'est là qu'elle croisa le chemin d'Harald Hentorn. À 37 ans, Toni aspirait depuis longtemps à rencontrer l'homme de ses rêves. Le coup de foudre fut instantané, une connexion palpable qui laissait présager une histoire d'amour passionné. Elle le dépeignait comme un homme au cœur tendre, d'une intelligence vive et d'un romantisme touchant. Hentorn, à l'instar de Toni, semblait être un homme accompli, se présentant comme un entrepreneur à la tête de sa propre entreprise. Son engagement se manifestait également dans le domaine caritatif, où il œuvrait auprès d'organisations à but non lucratif, collectant des fonds pour des causes qui lui tenaient à cœur. Avant de se rencontrer, Toni et Harald avaient tous deux déjà connu les joies et les peines d'une première union. Toni avait divorcé, tandis que Harald portait le fardeau d'une tragédie. Sa première femme, Lynn Rachel, avait péri dans des circonstances dramatiques en 1900 d'évanostomate. Un sujet douloureux qu'Hentorn évitait d'aborder, préférant ne pas raviver les braises de ce deuil. Il annonça à Toni que Lynn avait péri dans un accident de voiture. Toni, par délicatesse, évitait d'évoquer la première épouse de Harald, craignant de raviver sa peine. En l'an 2000, un an après leur rencontre, Harald et Toni s'unirent par les liens du mariage. Ils quittèrent leur foyer pour s'installer dans la région de Denver, au Colorado, où Harald avait vécu autrefois, et où il bénéficiait d'un réseau professionnel solide. Toni trouva un emploi dans une clinique d'ophtalmologie locale, mais le mal du pays la rongeait. Sa famille, ses parents et ses 2 frères lui manquaient terriblement, et elle saisissait chaque occasion pour retourner dans le Mississippi. 5 ans après leur mariage, Toni donna naissance à une petite fille, prénommée Ali. Un bonheur immense l'envahit alors. Sa carrière florissante, un mari aimant, et la maternité comblaient désormais sa vie. Daniel Jarvis, un ami de longue date de la famille d'Harald, décida de s'installer au Colorado. Harald et Toni l'accueillirent chaleureusement et lui proposèrent de vivre chez eux pendant quelques mois. Chaque matin, Daniel observait Toni partir au travail. Harold, lui, descendait dans le sous-sol, son sanctuaire d'où il n'émergeait que pour déjeuner. Parfois, il s'éclipsait pour de courts voyages, laissant derrière lui une atmosphère de mystère. L'année 2006 marqua un tournant tragique dans la vie des Hunter. Barry Bertelli, le frère de Toni, cardiologue de renom, invita Harold à passer un examen approfondi grâce à un tomographe dernier cri. Le verdict fut sans appel. Harold était victime d'une crise cardiaque imminente. L'hospitalisation fut immédiate. Barry, par son intervention rapide, sauva littéralement la vie du mari de sa sœur. Cependant, le destin semblait s'acharner sur les Hunter, car en 2011, une nouvelle épreuve les frappa de plein fouet. Dans le silence majestueux des montagnes, un drame s'est joué dans leur refuge isolé. Toni et Harald, en pleine randonnée, furent témoins d'un accident qui allait bouleverser leur tranquillité. Une poutre massive, sombre et menaçante, s'abattit soudainement sur Toni. Elle, s'étant baissée pour ramasser un objet au sol, n'eut pas le temps de réagir. Le choc fut brutal, la frappant à la nuque et causant une fracture vertébrale. L'impact laissa Toni privée de toute sensation dans ses bras, la plongeant dans un état d'effroi. Plus tard, ce jour-là, Barry, le frère d'Harald, les contacta. Harald, étrangement serein, minimisa l'incident, assurant que tout allait bien. Après l'accident de sa femme, Harald Hentorn changea radicalement. Il devint exigeant et contrôlant, allant jusqu'à interdire à Toni de téléphoner en privé. Le frère de Toni, Barry, confia qu'il ne pouvait parler à sa sœur et à sa nièce qu'en haut-parleur et en présence d'Harald. Ces conversations se faisaient rares. Les collègues de Toni remarquèrent également l'omniprésence d'Harald dans sa vie professionnelle. Il assistait à toutes les réunions, même les assemblées de médecins. Un malaise grandissait parmi les collègues. Une femme avoua même qu'il y avait quelque chose de profondément inquiétant chez Harald. En septembre 2012,
Anthorn demanda à son assistante de l'aider à organiser une surprise pour sa femme. Pour célébrer leur 12e anniversaire de mariage, Harold et Tony avaient choisi un lieu d'une beauté saisissante, le parc national des Montagnes Rocheuses, un sanctuaire de nature sauvage où le calme inspirait la sérénité. Un 29 septembre 2012, sous un ciel d'automne radieux, ils s'aventurèrent sur un sentier de randonnée. Leur ascension les mena sur environ 3 kilomètres avant qu'ils ne s'écartent du chemin balisé, s'engageant dans un terrain plus accidenté. Tony, dont les genoux étaient aides fragiles, prenait un risque considérable en s'aventurant sur ce terrain difficile. Ce jour-là, Barry, le frère de Tony, reçut un message alarmant d'Harold. Sa sœur était blessée et la situation était critique. Le monde de Barry s'est effondré. Tony n'était plus. Une chute vertigineuse d'une 40aine de mètres ne lui avait laissé aucune chance. C'est à Barry qu'incombait la tâche déchirante d'annoncer à leurs parents le décès de sa sœur, une femme de 50 ans. Harold, le mari de Tony, avait d'abord raconté aux policiers une version poignante. Tony, peinant lors de leur randonnée, avait pris du retard. Puis, elle avait disparu. L'appelant en vain, il s'était approché du précipice, découvrant l'impensable. Le lendemain, au commissariat, son récit avait subtilement changé. Absorbé par son téléphone, il avait levé les yeux juste à temps pour voir Tony basculer dans le vide. L'histoire de cet homme prit alors un nouveau tournant. Il affirma que Tony était tombé en voulant le photographier. Prise par son élan créatif, elle n'avait pas remarqué le précipice. Harold avait déjà livré 3 versions différentes des faits. Les policiers, pensant à un état de choc post-traumatique, étaient pas prêts à excuser ces incohérences. Cependant, ce qui éveilla les soupçons des détectives fut l'empressement d'Harold à organiser les funérailles de sa femme, 48 heures seulement après sa disparition. Il avait déjà sélectionné les vidéos et les morceaux de musique qui accompagneraient la cérémonie. Il avait méticuleusement orchestré cette journée, chaque détail pesé et soupesé. 5 jours après la disparition tragique de Tony Anthorn, une foule immense s'est réunie pour une cérémonie commémorative empreinte d'émotion. Entre-temps, Harold, son époux, avait déjà procédé à la crémation de Tony, une décision singulière qui détonnait avec les convictions chrétiennes de la défunte. Ses proches avaient exprimé leur réticence face à cette crémation, mais Harold avait insisté, semant un trouble grandissant au sein de la famille. L'enquête policière se poursuivait, méthodique et discrète. Au cours de leurs investigations, les forces de l'ordre ont découvert, dissimulée dans le véhicule tout-terrain d'Harold, une carte annotée à la main. Un simple croix marquait l'endroit précis où Tony avait trouvé la mort. Un détail troublant qui ne faisait qu'épaissir le mystère autour de cette affaire. Quand la carte d'Harold fut découverte, il fut pris d'une vive frayeur. Il se confia à un ami, lui révélant que cette carte détaillait le sentier qu'il avait prévu d'emprunter avec sa femme. Il jura à son ami qu'il n'aurait jamais pu faire de mal à son épouse. Le commissariat reçut une 15aine d'appels et de messages de collègues et d'amis proches de Tony, implorant la police d'approfondir l'enquête sur sa mort, insistant sur la possible culpabilité de son mari. L'enquêteur de talent, Brian Mass, commença alors à reconstituer la vie d'Harold. Une information capitale émergea. La première femme d'Harold avait également péri dans un accident, à la suite duquel son mari avait perçu une importante somme d'argent de la part de sa compagnie d'assurance. La première épouse d'Harold, Lynn Resil, était assistante sociale. Ils se sont rencontrés sur les bancs de l'université et ont partagé 12 années de bonheur conjugal. Lynn, dans le souvenir de ses proches, était une femme d'une bonté infinie, dévouée à son époux. Leur foyer, un havre de paix, semblait à l'abri des querelles et des discordes, jusqu'à ce jour fatidique. Le 6 mai 1995, le destin de Lynn bascula de manière tragique. Elle fut fauchée par le 4x4 de son mari. Harold Anthorn expliqua aux enquêteurs qu'il rentrait d'un dîner sur une route sombre et isolée. Soudain, Harold réalisa que l'un des pneus était à plat. Dans l'obscurité de la nuit, il quitta la route pour se garer sur le bas-côté, son intention étant de remplacer un pneu crevé. Selon ses dires, Lynn l'aidait, maintenant fermement les écrous de la roue tandis qu'il les dévissait. L'homme expliqua ensuite que son épouse avait malencontreusement laissé tomber un écrou qui avait roulé sous le véhicule. Elle se glissa alors sous la voiture pour le récupérer. À cet instant précis,
Harald jeta le pneu dégonflé, et celui-ci, dans une trajectoire imprévisible, heurta Damkrat. Le 4x4 se mit soudainement en mouvement, roulant directement sur la femme. Les frères et sœurs de Lynn jugèrent sa mort des plus étranges, sans pour autant envisager un seul instant qu'Harald puisse être impliqué dans ce tragique accident. Après le tragique incident, les récits d'Antern se sont révélés aussi changeants que le vent. À un détective, il confia qu'il revenait d'un dîner paisible, tandis qu'à un autre, il assura qu'ils étaient sur le point de savourer un repas au restaurant. Il prétendit d'abord que Lynn avait crié son nom lorsque le véhicule la heurta. Puis, il se ravisa, affirmant qu'elle avait murmuré avoir l'étrange sensation d'être menacée par un danger invisible. Garald, dans un élan d'émotion, affirma avoir extirpé lui-même le corps de sa femme de sous la voiture, avant de se contredire en prétendant que des passants avaient accompli cet acte héroïque. Le bureau du shérif mena une enquête approfondie de 6 jours sur le décès de Lynn, avant de classer l'affaire comme un simple accident. 17 ans après la disparition de Tony, l'ombre du mystère entourant la mort de Lynn resurgit, ravivant les interrogations et les doutes. Les 2 épouses de M. Hunter n'ont péri dans des circonstances troubles. Si l'affaire concernant le décès de Lynn avait été minutieusement examinée il y a 17 ans, peut-être Tony serait-elle encore en vie aujourd'hui. Les détectives ont rouvert le dossier de Lynn, plongeant au cœur des archives poussiéreuses. Un détail les a interpellés. Pourquoi Harald avait-il utilisé un cric inadapté à son véhicule? Le cric d'origine de sa Jeep était censé être défectueux, selon ses dires. Il y a 17 ans, les enquêteurs avaient accepté sans broncher l'explication de l'homme qui prétendait que le cric de sa Jeep était hors d'usage et se trouvait dans le coffre. Peut-être ce dernier était-il en parfait état de marche, un témoin silencieux d'une vérité bien plus sombre. Sous un ciel plombé, l'enquête prenait une tournure des plus étranges. L'affaire Antern, initialement classée comme un banal accident en décembre 2014, recelait des zones d'ombre persistantes. Une incongruité sautait aux yeux des enquêteurs. Harald avait utilisé un cric manifestement inadapté à son véhicule. Un détail troublant. Autre élément troublant, la voiture reposait sur un chemin de gravier. Or, si un écrou s'était détaché, il aurait été improbable qu'il roule sous le véhicule, piégé par les cailloux. Un scénario qui ne collait pas. Parallèlement, une autre équipe s'échinait sur le dossier de Tony, disparu dans des circonstances similaires en 2000 Dvenatsat. Les 2 affaires, bien que distinctes, semblaient tisser une toile de plus en plus complexe. L'interrogatoire d'un ami proche du couple Hunter révéla un pan méconnu de la vie d'Harald. L'homme travaillait pour une association caritative œuvrant à la collecte de fonds. Un engagement altruiste qui contrastait avec les soupçons grandissants qui pesaient sur lui. L'inspecteur écouta attentivement le récit de son ami avant de révéler une information surprenante. Harald n'avait plus exercé d'activité professionnelle depuis une 20aine d'années. Il s'avérait donc que Harald avait cessé de travailler environ 3 ans avant le décès tragique de sa première femme. Les enquêteurs découvrirent que l'homme n'avait perçu aucun revenu ces dernières années et n'avait amassé aucune économie. Un fait que la famille de Tony ignorait totalement. Harald gérait l'intégralité du budget familial. Ils étaient persuadés qu'il travaillait et lui faisaient entièrement confiance pour les questions financières. Les policiers émirent alors l'hypothèse que la blessure à la tête subie par Tony lors d'une randonnée en montagne, 1 an avant sa mort, n'était peut-être pas un simple accident, mais une première tentative orchestrée par Harald pour se débarrasser de son épouse. Après le décès de sa première femme, Davetz toucha un versement de 645 000 $ de la part de sa compagnie d'assurance. Puis, suite à la disparition tragique de sa seconde épouse, c'est une somme de plusieurs millions qui lui était promise. Les soupçons se portèrent alors sur Harald. Les enquêteurs le considéraient comme un veuf noir, délibérément responsable de la mort de ses épouses, motivé par l'appât du gain et le désir de vivre confortablement sans travailler. L'ancienne belle-fille de Huntern révéla à la police une information troublante. Le FBI l'avait informé de l'existence d'une police d'assurance vie secrète d'un montant de 400 000 $ qu'Harald avait souscrite à son nom. Pire encore, il aurait falsifié sa signature pour se désigner comme unique bénéficiaire. La jeune femme réalisa alors qu'elle avait échappé de peu au titre de victime numéro 3.
En novembre 2014, Harald Huntern fut finalement arrêté et inculpé par le FBI pour avoir intentionnellement causé la mort de sa femme, Toni Huntern. En septembre 2015, le procès d'Harold Huntern s'ouvrit. Un huis clos interdit aux caméras. L'accusation était formelle, Huntern avait froidement orchestré la mort de sa femme, Toni, dans l'unique but de toucher une assurance-vie d'environ 5 millions de dollars. Le FBI, pièce maîtresse de l'accusation, présenta des relevés téléphoniques accablants. Ces derniers révélaient qu'Huntern avait effectué de nombreux repérages sur les lieux du drame, se rendant à près de 9 reprises sur le site marqué d'une croix sur une carte avant le funeste jour. Après la chute vertigineuse de sa femme d'une 40aine de mètres, Huntern ne fit aucun effort pour la secourir. Un détail macabre renforçait les soupçons. Le rouge à lèvres de Toni était intact, signe qu'Harold n'avait pas tenté de bouche à bouche, une absence de réaction qui pesait lourd dans la balance de la justice. Dans un message empreint d'effroi, Harald relatait à son frère, Tony Barry, avoir perçu un faible pouls chez sa femme avant d'annoncer, quelques instants plus tard, l'arrêt de son cœur. Un indice crucial allait se révéler être une carte de la région, où Harald avait marqué d'une croix l'endroit précis où Toni avait trouvé la mort. Un ami d'Harald, ayant résidé temporairement chez lui, avoua qu'Harald avait tenté de le persuader que cette carte avait été dessinée à son intention, cherchant ainsi un appui dans sa démarche. L'accusation présenta alors une pièce à conviction accablante. Harald Huntern était soupçonné d'avoir dérobé un précieux objet sur le corps sans vie de son épouse. Suite à sa chute, Toni portait encore son alliance. Bien que sa main n'ait pas été grièvement blessée, le diamant, d'une valeur estimée à 30 000 $ selon Harald, avait disparu de l'anneau. 8 mois s'étaient écoulés depuis le ratissage minutieux de la région par les enquêteurs, lancés à la recherche du précieux joyau. C'est alors qu'un détective, revenant sur les lieux du crime, fit une découverte stupéfiante. Le diamant, gisant sur le sol, comme oublié. L'accusation, forte de cette trouvaille, avançait l'hypothèse que Harald avait lui-même replacé le joyau sur les lieux dans une tentative désespérée de détourner les soupçons. Mais l'ombre planant sur Harald ne se limitait pas à cette affaire. La mort mystérieuse de sa première femme, Lynn, pesait lourdement dans la balance. Un parallèle troublant émergeait. Le schéma comportemental d'Harald semblait se répéter, sinistre écho d'un passé trouble. Un détail glaçant vint s'ajouter au tableau. Huntern avait dispersé les cendres de ses 2 épouses au même endroit, à 17 ans d'intervalle. Étrangement, ces 2 mariages avaient duré 12 ans chacun. Malgré le poids des indices, l'avocat d'Huntern clamait haut et fort l'innocence de son client, prêt à mener une bataille acharnée pour le défendre. Harold Huntern, un homme de 59 ans, n'avait plus rien à prouver, estimait-il. Ce fardeau incombait désormais à l'accusation. Sa défense, d'ailleurs, n'a jugé bon de faire témoigner quiconque en sa faveur. Après 10 heures de délibération tendue, le verdict est tombé. Coupable du décès de sa femme. La sentence fut implacable. La prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Tony Barry, son frère, se remémore souvent ce jour où il sauva Huntern d'une crise cardiaque. Une question le hante. Qu'adviendrait-il si son geste salvateur n'avait jamais eu lieu? Barry, tourmenté, se confesse. En tant que médecin, le serment d'Hippocrate me hante. Sauver des vies est mon devoir sacré. Pourtant, au fond de moi, un désir lancinant persiste, celui de revoir ma sœur, arrachée à la vie trop tôt. Le destin de la jeune Hayley Huntern, orpheline des époux Tony et Gerald, fut marqué par le deuil. Recueillie par des amis proches, elle trouva un répit temporaire. Lorsque la justice prononça la sentence ultime contre son père, une lueur d'espoir brilla enfin. Barry Bertley, frère de Tony et cardiologue de renom, décida d'adopter Hayley, lui offrant un foyer stable et aimant. 24 ans, c'est l'âge de Brian Trimble, et 25 ans, celui de Randy Peake lorsqu'ils s'unirent par les liens sacrés du mariage le 9 septembre de l'an 2000. Le jeune couple s'installa non loin de Harrisburg, en Pennsylvanie, où leur bonheur semblait sans nuages. Mais un jour, l'impensable se produisit, brisant à jamais l'harmonie de leur existence. 2 années d'un bonheur conjugal sans nuages s'étaient écoulées lorsque Brian commença à ressentir un malaise insidieux.
Des vertiges fréquents, des engourdissements dans les mains et d'étranges pertes d'équilibre le perturbaient. Inquiet, Trimble consulta un médecin qui lui annonça la terrible nouvelle, sclérose en plaques. La peur envahit Brian, la crainte que Randy, son épouse, ne le quitte pour quelqu'un de plus valide. Pourtant, Randy accueillit la nouvelle avec une sérénité déconcertante. Elle connaissait cette maladie, savait qu'elle était incurable, mais que grâce à un suivi médical approprié, Brian pouvait encore espérer une vie longue et épanouie. Nancy Chavez, la mère de Randy, se souvient d'une conversation poignante avec sa fille. Elle l'avait interrogée avec douceur. « Randy, es-tu réellement prête à passer toute ta vie avec Brian? Es-tu consciente qu'il pourrait devenir invalide, peut-être même cloué dans un fauteuil? Et si vous ne pouviez pas avoir d'enfant ?» Le regard de Randy, empli d'une détermination inébranlable, avait illuminé son visage. « Maman, avait-elle répondu avec une tendresse infinie, j'aime Brian de tout mon cœur. Je resterai à ses côtés, quoi qu'il arrive. Je ne l'abandonnerai jamais. Ma vie sera consacrée à lui et, si la chance nous sourit, à nos enfants. » Nancy, touchée par la profondeur de l'amour qui unissait sa fille à Brian, comprit que leur lien était indestructible et accepta pleinement leur choix. Randy, dévoué et pragmatique, prit alors un deuxième emploi afin d'assurer leur avenir financier et de faire face à tous les défis que la vie pourrait leur réserver. Elle pressentait que son mari pourrait, d'un instant à l'autre, perdre sa capacité et qu'elle devrait alors seule subvenir aux besoins de leur famille. Malgré la maladie qui le rongeait, Brian continuait à travailler sans relâche. Il était spécialiste dans une compagnie d'assurance. C'est là que Trimble fit la connaissance de Blaine Norris, technicien informatique. Ils sympathisèrent immédiatement, sans se douter que cette amitié scellerait à jamais leur destin. Blaine Norris était marié et père d'un enfant. Il avait l'air d'un homme bon et serviable. À l'école, Blaine, un élève brillant, était scout. Il jouait dans un orchestre et travaillait à mi-temps chez McDonald's. Après avoir obtenu son diplôme, Norris est entré à l'université et a terminé ses études avec succès. Blaine nourrissait le rêve de devenir cinéaste et de conquérir Hollywood. Son genre préféré était les films d'horreur. Dans les années 2000, Norris s'est lancé dans la réalisation de son propre film, dont l'action se déroulait sur le sentier des Appalaches en Pennsylvanie, le plus long sentier de randonnée du monde. Plus de 3500 km. Norris, captivé par le triomphe du film Le Projet Blair Witch, où un budget modeste s'était transformé en une manne financière colossale, nourrissait une ambition dévorante, reproduire cet exploit cinématographique. Blaine rêvait d'un film d'horreur haletant, mettant en scène un groupe de touristes décimés les uns après les autres dans un lieu isolé et angoissant. Son projet l'obsédait, mais la passion, aussi intense soit-elle, ne suffisait pas. Il était novice derrière la caméra, son expérience en tant que réalisateur étant pratiquement inexistante. Lors d'une rencontre fortuite avec Brian, Blaine lui confia ses aspirations et son concept de film, avouant cependant que son emploi de technicien informatique le privait du temps et des ressources financières nécessaires pour concrétiser son rêve. Trim, ravi de pouvoir épauler son collègue, s'empressa de lui offrir son aide. Il mit à disposition son matériel de tournage et accepta même de tenir la caméra. De cette collaboration naquit une complicité grandissante entre les deux hommes. Peu après, un investisseur providentiel versa à Norris la somme de 18 000 $, une aubaine qui permit à Blaine de se lancer à corps perdu dans la production. Il acquit sans tarder les accessoires indispensables, dénicha le lieu de tournage idéal et choisit avec soin les acteurs qui incarneraient les personnages principaux. 3 mois passèrent et Blaine Norris acheva enfin l'écriture du scénario, prêt à donner vie à son film. Un voile de mystère planait sur le projet de Norris, un film intitulé « La marche funèbre ». L'intrigue, glaçante, suivait le périple tragique de 5 jeunes randonneurs, décimés un à un par une présence spectrale insaisissable. Le casting était bouclé, les rôles attribués, et l'équipe se préparait à donner vie à ce récit macabre. Pourtant, à l'aube du tournage, un coup du sort frappa. Brian Trimble, le chef opérateur, révéla que sa maladie le contraignait à renoncer. Les sentiers sinueux et escarpés de la forêt étaient devenus un obstacle insurmontable pour lui.
Alors que les nuages s'amoncelaient sur le projet de film de Blaine, un investisseur s'approcha, curieux de connaître le visage des acteurs choisis. Mais à la vue des photos, son verdict fut sans appel. Un échec annoncé. Il posa un ultimatum à Norris, changer de directeur de la photographie ou perdre son investissement. Norris, fidèle en amitié, refusa de sacrifier son camarade. L'investisseur retira donc ses 18 000 $, un coup dur pour les rêves hollywoodiens de Blaine. Conscient qu'il lui fallait environ 20 000 $ pour mener à bien son film, Norris trouva un soutien inattendu en Trimble. Ce dernier proposa d'investir les économies du couple, mais sa femme, Randy Brain, refusa catégoriquement. L'espoir d'un financement s'évanouissait, mais Blaine refusait de baisser les bras. Elle affirmait qu'une réserve d'argent était essentielle à sa tranquillité d'esprit. Randy économisait constamment, mettant de côté chaque centime pour les imprévus. Elle parvint à convaincre son mari de soutenir Norris financièrement. Après une discussion avec Randy, Brian renonça même à aider son ami en tant qu'opérateur. Au lieu d'aider Norris, Brian et Randy s'offrirent une croisière en mer. Rien ne laissait présager le drame à venir. Pendant ce temps, Norris, déçu, ne voulait pas abandonner son projet. Il était déterminé à réaliser son film d'horreur coûte que coûte. Blaine s'endetta lourdement pour engager des acteurs et acquérir le matériel de tournage nécessaire. Il alla jusqu'à mettre en vente sa maison, celle où vivaient sa femme et son fils. Sous le toit familial, la tension montait crescendo. L'épouse de Blaine, exaspérée, ne cessait de le rabrouer, mais lui, obstiné, s'accrochait à son projet cinématographique avec une détermination farouche. Trimble, quant à lui, sombrait peu à peu dans un ennui profond. Il avait l'impression étouffante que Randy régissait chaque aspect de son existence, dictant ses choix et ses actions. Les disputes se multiplièrent, jusqu'à ce que le couple décide de consulter un conseiller conjugal. Cette démarche salvatrice permit à Brianna et Randy de renouer les fils de leur union et même d'envisager l'avenir avec l'arrivée d'un enfant. Pendant ce temps, Blaine, avec une persévérance acharnée, continuait tant bien que mal le tournage de son film, intitulé « La marche funèbre ». Un soir, en rentrant chez lui, il fut accueilli par un vide glaçant. Sa femme était partie, emmenant avec elle leur fils et leurs effets personnels. Norris, accablé de dettes, se retrouva seul au monde. La seule personne vers qui il pouvait se tourner était son collègue et ami, Brian Trimble. Blaine, lui, gardait l'espoir que son film rencontre enfin le succès et lui apporte l'argent tant espéré. Il fallait simplement le terminer. Après avoir visionné les rushs de Norris, Trimble fut émerveillé, mais comprit aussitôt qu'il était étroitement surveillé par sa femme et qu'il ne pourrait aider son meilleur ami comme il le souhaiterait. Brian, las de cette emprise conjugale, prit une décision radicale. Quelque temps plus tard, une idée macabre germa dans son esprit. Éliminer Randy. Trimble, obsédé par l'idée de toucher l'assurance-vie de 100 000 $ et de s'emparer des économies de sa femme, Randy conçut un plan macabre. Il confia son dessein à Blaine, un ami en quête de sensations fortes et désireux de financer son film « La marche mortelle ». Séduit par la promesse d'une récompense de 20 000 $, Blaine accepta de devenir complice. Pendant 7 longs mois, Trimble ourdit méticuleusement son plan, rêvant au jour où il deviendrait veuf. Pendant ce temps, Randy, ignorant tout du monstre qui partageait sa vie, continuait à travailler sans relâche, cumulant 2 emplois pour subvenir aux besoins du couple. Randy caressait le doux espoir de porter un enfant, économisant chaque sou pour accueillir ce futur bonheur. Brian, de son côté, se montrait de plus en plus acerbe envers elle, les mots durs remplaçant les tendres attentions. Il la qualifiait d'insensée, de dominatrice, se plaignant d'être prisonnier de son emprise. Le couple ne prenait aucune précaution, Randy espérant une grossesse imminente. Peu avant le drame, Brian avait partagé avec un ami un lien macabre, un guide détaillant comment ôter la vie à autrui. Le 10 janvier 2003, Randy passa sa journée au travail, ignorant l'ombre qui se rapprochait. Alors que son mari, Brian, s'était absenté pour retrouver un vieil ami au restaurant, l'ombre de Norris planait sur la maison des Trimble. Il s'était introduit dans leur garage, tapi dans l'attente de Randy. Au retour de la femme, après une journée de labeur, le piège se referma. Blaine surgit derrière elle, la prenant par surprise et tentant de l'étrangler.
Randy sombra dans l'inconscience, s'effondrant lourdement. Norris, impitoyable, la frappa à la tête contre le sol de béton, puis déchaîna sur elle une furie aveugle, lui infligeant 27 coups de couteau. Plus tard, après un dîner désormais chargé d'un poids insoutenable, Brian Trimble revint à son foyer. La scène qui l'attendait était d'une horreur indescriptible. Il composa le 911, sa voix étranglée par l'effroi, annonçant la mort de sa femme. À l'arrivée des forces de l'ordre, Trimble se drapait dans le rôle du veuf éploré, dissimulant peut-être sous son chagrin une vérité bien plus sombre. Dans leur demeure, un chaos indescriptible régnait, les objets jonchant le sol comme après le passage d'une horde sauvage. Tout laissait croire à un cambriolage d'une rare violence. Pourtant, l'enquête révéla une étrange particularité. Rien n'avait été dérobé. La scène semblait mise en scène, une mascarade macabre. Rapidement, les soupçons se tournèrent vers Brian Trimble. Les limiers, flairant la manipulation, étaient bien persuadés de tenir le coupable. L'examen minutieux des lieux ne livra aucun indice tangible, ni empreinte digitale, ni trace d'ADN. Trimble semblait avoir disparu dans la nature. Mais l'homme avait préparé son coup. Il disposait d'un alibi en béton. Au moment des faits, il dînait paisiblement avec un ami dans un restaurant situé à environ 40 minutes de chez lui. Ce soir fatidique, Brian Trimble dînait en ville. Plusieurs témoins, serveurs et un ami attestèrent de sa présence au restaurant au moment où sa femme, Randy, fut assassinée. Pourtant, malgré cet alibi apparemment solide, les détectives restaient persuadés que Trimble était impliqué dans la mort de son épouse. L'enquête reprit donc de plus belle. Quelques jours plus tard, un détective se rendit de nouveau au domicile des Trimble. Il demanda à Brian de relater une fois de plus les événements de cette nuit tragique, depuis son retour du restaurant jusqu'à la macabre découverte de Randy. Trimble expliqua avoir trouvé sa femme gisant sur le sol, le visage contre le plancher. Dans son récit, il avoua l'avoir touchée, l'avoir même bousculée du pied, marchant involontairement dans une mare de sang. Or, lors de son premier interrogatoire, Trimble avait catégoriquement nié avoir approché le corps de Randy. Cette incohérence flagrante dans ses déclarations ne fit qu'accroître les soupçons des enquêteurs. Un détail troublant qui laissait planer le doute. 8 jours avant le décès tragique de son épouse, l'ordinateur de Brian révéla une recherche troublante. Un guide détaillé pour commettre un crime. Un lien vers ce document avait ensuite été envoyé à Blaine Norris. Ces découvertes incitèrent la police à arrêter Brian et à le soumettre à un interrogatoire serré. Malgré les preuves accablantes, il clama son innocence, s'appuyant sur un alibi fragile. Persuadés de sa culpabilité, les détectives chevronnés mirent en place une stratégie pour le déstabiliser émotionnellement et le pousser à avouer. Ils harcelèrent Trimble d'appels incessants, le surprenant à son travail et à son domicile, dans l'espoir de briser sa résistance. 4 mois environ après la disparition tragique de Randy, les forces de l'ordre convoquèrent Brian au commissariat. Accompagné de sa mère, Brian se vit proposer un pacte par les enquêteurs. S'il avouait son implication, il écoperait d'une peine de prison à perpétuité au lieu de la peine capitale. Après quelques heures d'hésitation poignante, Brian Trimble accepta le marché. Il demanda à sa mère de quitter la pièce, puis révéla les détails macabres de leur plan criminel, désignant son complice, Blaine Norris, comme l'auteur du meurtre dans le garage. Suite à ces révélations, les policiers lancèrent une traque pour retrouver Norris. Une fouille minutieuse de sa maison et de son véhicule permit aux détectives de découvrir un reçu accablant. Ce dernier listait des achats effectués par Blaine peu avant le drame, des objets précisément mentionnés par Trimble lors de son interrogatoire. Norris, enveloppé de noir, s'arma d'un pantalon, d'un t-shirt assorti, de gants et d'un masque, dissimulant ses intentions funestes. Un couteau, instrument de sa rage, allait bientôt s'abattre sur Randy. Brian Trimble et Blaine Norris furent appréhendés et accusés d'avoir froidement orchestré l'agression. Norris, impassible, nia toute implication. Trimble, quant à lui, tenta de se disculper lors du procès, dénonçant des aveux extorqués illégalement et un avocat incompétent. Le verdict tomba implacable. Les 2 hommes furent reconnus coupables et condamnés à une peine de prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle.
Brian Trimble aurait pu goûter à la liberté, savourer l'amour d'une épouse dévouée qui, malgré ses problèmes de santé, lui offrait un soutien indéfectible. Mais le destin en décida autrement. Trimble passera le restant de ses jours derrière les barreaux, prisonnier de ses actes. Le 7 janvier 2007, dans le paisible hameau de Lawrence, Michigan, une flamme dévorante s'est emparée de la demeure des Termes. Ce dimanche avait débuté comme tant d'autres. Linda s'affairait à la lessive au sous-sol, tandis que son mari, Todd, se détendait devant le petit écran dans le salon. Vers 15 heures, un cri strident, déchirant le silence, fit sursauter Linda. Accourant à l'étage, elle fut confrontée à une vision d'horreur. Le salon, autrefois si chaleureux, était désormais la proie des flammes. Todd, au milieu de ce brasier infernal, tentait désespérément d'éteindre le feu. Sans l'apercevoir, elle était terrifiée par ces hurlements déchirants. Impuissante à rejoindre son mari prisonnier des flammes, Linda s'échappa de la maison en proie à l'incendie, pieds nus et sans manteau. Son téléphone, oublié dans la fournaise, la privait de tout appel à l'aide. Sa seule option, se précipiter vers la camionnette de son époux, où les clés étaient toujours rangées, et rouler jusqu'au voisin le plus proche. Ce jour-là, une fine pluie mêlée de neige tombait sur la région, ajoutant à l'urgence de la situation. La route d'accès, confia Linda, était un bourbier gluant. Chaque tentative pour faire avancer la camionnette se soldait par un patinage frustrant, les pneus refusant d'adhérer à la surface boueuse. Alors qu'elle persistait, tentant désespérément de décoller pour la 12e fois, Linda aperçut soudain, à travers la vitre latérale, une silhouette titubante émergeant de la maison en flammes. Elle hurla à son mari de monter à bord, mais il ne sembla pas l'entendre. Son corps était ravagé par les brûlures. Instinctivement, Linda bondit hors du véhicule et se précipita vers lui. Sous un ciel de plomb, une clameur stridente perça l'air. « À terre! Roule! Éteins ce feu !» hurlait-elle, désespérée, voyant les flammes lécher avidement son corps et ses vêtements. Linda se précipita vers la voiture, l'espoir de le transporter d'urgence à l'hôpital chevillé au corps. Mais à peine installé au volant, la vision la quitta. Il avait disparu. Où avait-il pu s'évanouir? Le sol, gorgé d'eau et transformé en bourbier, offrait une adhérence précaire. Les vieux pneus de la voiture ne faisaient qu'aggraver la situation, rendant chaque mouvement hasardeux. Pourtant, avec une patience infinie, Linda parvint à se dégager et à manœuvrer prudemment jusqu'aux côtés de la maison, espérant trouver un terrain plus stable sur la bande sablonneuse. Elle jugea que l'adhérence serait plus favorable à cet endroit précis. Déjà, les voisins accouraient, alertés par l'incendie qu'ils avaient signalé au service d'urgence. Ils se précipitèrent vers la femme, l'assaillant de questions. Où était-il, lui et ses fils? Mais Linda, en proie à une crise d'hystérie, restait muette. Ses paroles étaient incohérentes, décousues. Finalement, d'un geste tremblant, elle indiqua qu'elle avait aperçu Todd pour la dernière fois près de la porte d'entrée. Les voisins, pris de panique, cherchèrent l'homme dans les environs immédiats, mais il restait introuvable. Contournant les bâtiments embrasés, ils découvrirent finalement Todd, gisant à une vingtaine de mètres de sa maison, juste devant l'endroit où Linda avait garé la camionnette. Il était étendu sur le dos, la tête tournée vers sa demeure en flammes. Linda affirmait n'avoir aucune idée de la manière dont son mari avait pu ramper jusque-là. L'homme, terriblement brûlé, avait perdu la quasi-totalité de ses vêtements dans l'incendie. Un voisin, ému par la scène, recouvrit Todd de sa veste de travail. Il était encore là, les yeux ouverts, mais le silence était sa seule réponse. Linda, désespérée, s'est jetée sur son mari, le suppliant de ne pas l'abandonner, noyant ses vêtements de larmes amères. Sirènes hurlantes, un balai de gyrophares a illuminé la nuit. La police, les pompiers, les ambulanciers, tous accourus dans l'espoir d'un miracle. L'équipe médicale s'est affairée autour de Todd, luttant contre le temps. Mais l'étendue des brûlures était telle qu'il était impossible de le connecter au défibrillateur. À 42 ans, ce streamer a rendu son dernier souffle devant sa maison, victime de ses blessures et de l'inhalation toxique. Plus tard, l'enquête a révélé des traces de sang troublantes sur le pare-choc et le châssis d'une camionnette. Linda, dans un geste malheureux, avait heurté son mari avec sa voiture. Elle affirmait pourtant ne pas comprendre comment l'accident s'était produit. Elle n'aurait jamais voulu blesser son époux, assurait-elle.
Après que les pompiers aient maîtrisé l'incendie qui s'était déclaré, les détectives ont commencé leur enquête. Ils ont méticuleusement examiné les lieux et interrogé les proches et les voisins. Les fils jumeaux de Linda et de la victime, Strammer, Trevor et Trendon, qui vivaient encore avec leurs parents, connaissaient bien leur mère. Dès le début, ils ont eu le sentiment que cette histoire d'incendie était plus complexe qu'il n'y paraissait. Linda dissimulait quelque chose, c'était une certitude pour ses fils. Trevor, l'un d'eux, osa même lui demander si elle avait accidentellement renversé leur père avec la voiture. Face à cette question, Linda se mura dans le silence, puis éclata en sanglots. Ses fils avaient du mal à croire que leur père, un homme en pleine forme, ait pu succomber aux flammes, tandis que leur mère en était sortie indemne. Ils confièrent que les relations entre leurs parents s'étaient considérablement détériorées ces derniers temps. Les disputes étaient devenues fréquentes et le divorce avait même été évoqué. 24 heures avant l'incendie, une violente altercation avait éclaté entre Linda et leur père, sous les yeux horrifiés des jumeaux. L'orage grondait depuis des semaines dans le foyer. La rumeur, lancinante et perfide, parlait d'infidélité. Todd, rongé par le doute, avait fini par confronter Linda. Elle, face à l'accusation, dressa un mur de dénégation. Fidèle, elle l'avait toujours été, affirmait-elle, rejetant la faute sur la jalousie maladive de son mari, constamment en proie à des soupçons infondés. La dispute, violente, avait bien eu lieu la veille de l'incendie, admettait Linda. Mais l'objet de leur querelle n'était pas une rivale, non, c'était l'argent, ou plutôt son absence. L'entreprise de Todd, spécialisée dans la vente de gants et, occasionnellement, de tenues de chasse, était au bord du gouffre. Linda ne mâchait pas ses mots. Son mari, trop souvent, laissait la paresse l'emporter, incapable de fournir les efforts nécessaires pour sortir leur famille de l'impasse. Apprenant récemment que son mari empruntait de l'argent à sa propre mère, Linda ne put retenir son indignation. « Pourquoi fais-tu cela ?» lui demanda-t-elle, blessée. « Pourquoi ne gagnes-tu pas cet argent toi-même » Linda, infirmière dévouée dans un centre de dialyse, se levait bien avant l'aube, rejoignant son poste à 5 heures du matin, sacrifiant son confort pour subvenir aux besoins de sa famille. La somme des dettes de Todd atteignait la somme astronomique de 75 000 $. Plusieurs mensualités de son prêt immobilier étaient impayées, l'argent s'évaporant dans des dépenses personnelles et futiles. Pourtant, les fils du couple, Trenton et Trevor, murmurèrent que leur mère n'était pas sans reproche, engloutissant, elle aussi, d'importantes sommes dans ses propres passions. Linda, une femme passionnée par les chevaux, vivait un rêve équestre qui se transformait en cauchemar. Elle consacrait une énergie et des ressources considérables à ses 30 chevaux. Son mari, excédé par cet investissement, voyait rouge face aux dépenses engendrées, d'autant plus que Linda avait une carte de crédit de 25 000 $ et s'endettait fréquemment. Les disputes étaient monnaie courante chez les Stermer à cause de cette obsession équine, malgré les affirmations de Linda selon lesquelles elle tirait des revenus de ses animaux. Elle révéla même que son mari l'avait menacée de se débarrasser des chevaux si ceux-ci ne rapportaient pas d'argent. Alors que les enquêteurs examinaient le passé de Linda Stermer, de plus en plus de questions surgissaient. Ils commencèrent à scruter chaque détail de cette journée fatidique, découvrant qu'elle s'était rendue à la station-service tôt le matin. L'employé de la station-service avait eu une impression étrange. La cliente semblait verser l'essence, non pas dans sa voiture, mais dans un bidon. Et ses soupçons se confirmèrent lorsque les policiers découvrirent, dans la cour de la maison de Madame Stermer, un bidon vide imprégné d'une odeur d'essence. Linda, interrogée, expliqua qu'elle était à court de lait ce matin-là. Elle avait profité de son déplacement au supermarché pour faire un saut à la station-service. Elle présenta un reçu attestant d'un achat de seulement 11 $ d'essence. Elle expliqua qu'elle n'avait pas besoin de faire le plein de son 4x4. Elle avait juste ajouté un peu de carburant, juste assez, disait-elle, pour s'assurer que ses fils aient suffisamment d'essence pour leur prochain voyage. Ce jour-là, Linda, le cœur lourd, prit une décision difficile. Après 13 années de mariage, elle était déterminée à demander le divorce. Elle avait même consulté un avocat spécialisé et se préparait à quitter le domicile conjugal. Sachant qu'une dispute avec son mari était inévitable, elle réveilla ses fils et les persuada d'aller au cinéma avec un ami, leur confiant les clés de son véhicule tout-terrain et de l'argent.
Elle expliqua plus tard aux enquêteurs qu'elle souhaitait épargner à ses enfants le spectacle d'une énième querelle. Elle avait l'intention d'annoncer sa décision à son époux, mais préférait le faire après le départ des garçons, loin de leurs oreilles. En 1989, Linda croisa le chemin d'un homme charismatique, un entraîneur sportif. Ils avaient tous deux 25 ans, et une étincelle immédiate jaillit entre eux. Linda, alors en instance de divorce, était mère de 2 jeunes filles, l'aînée âgée de 3 ans et la cadette de 2. Quelques années plus tard, Linda et cet homme s'unirent par les liens du mariage. En août 1993, leur bonheur fut comblé par la naissance de jumeaux, Trevor et Trenton. Les frères se souviennent avec émotion de leur père, un homme qu'ils admiraient profondément. Il était leur héros, leur entraîneur, les initiant à diverses disciplines sportives. Le sport était une véritable passion pour lui. Mais au-delà de ses qualités d'athlète, c'était un homme de famille dévoué. Avec Linda, ils ouvrirent leur foyer à un neveu orphelin, un petit garçon de seulement 2 ans, lui offrant l'amour et la sécurité dont il avait tant besoin. Pour la famille Stermer, leur neveu était devenu un membre à part entière de leur foyer, vivant tous ensemble, parents et grands-parents, dans une harmonie apparente. Cependant, Linda commença à remarquer un changement chez lui, un tempérament qui se manifestait de plus en plus fréquemment. Ashley Gibson, la fille aînée de Linda, issue d'une première union, se souvient d'un incident marquant. Son beau-père lançant un panier de linge sale sur sa mère, geste révélateur d'une tension palpable. Ses absences nocturnes se multipliaient, prétextant des sorties entre amis. Il rentrait souvent ivre, l'agressivité à fleur de peau, hurlant sur Linda, qui se retrouvait à assumer seule le fardeau de la maison. Lorsqu'Ashley atteignit l'âge de 11 ans, elle devint elle aussi la cible de ses accès de colère. Il la rabaissait avec des mots cruels, la traitant de chien à 2 pattes, comme sa mère, prédisant qu'elle finirait par devenir une prostituée, comme elle. Il régnait une atmosphère pesante au sein du foyer. L'ombre de la violence planait, bien que dissimulée aux yeux du monde. Linda, brisant le silence, révéla que son mari, dans des accès de rage, la frappait. Elle se souvenait d'un jour sombre où, pris d'une colère noire, il l'avait giflée. La douleur physique s'était estompée, mais la marque émotionnelle, elle, persistait. Honteux de son acte, il avait tenté de se racheter en offrant des fleurs et en implorant son pardon. Un fragile répit, car ses accès de violence se répétèrent, tissant une toile de peur et d'humiliation. Étrangement, les fils du couple semblaient ignorer cette réalité. Ils jurèrent n'avoir jamais été témoins de telles scènes, affirmant n'avoir jamais vu leur père lever la main sur leur mère ou leur sœur. Un mystère douloureux où la vérité se cachait dans les replis d'une famille déchirée. Jamais personne n'avait aperçu de bleu sur le visage de Linda. Un de ses fils admit cependant que son père avait un tempérament colérique et qu'il lui arrivait de saisir violemment le bras de sa mère. La propre mère de Linda avoua n'avoir jamais fait confiance à Todd. Elle disait de lui « Il pouvait être d'un charme irrésistible, l'homme le plus séduisant que l'on puisse rencontrer, mais il pouvait aussi se transformer et devenir la pire des personnes. » D'après la mère de Linda, Todd exerçait un contrôle constant sur sa fille, et si quelque chose tournait mal, c'était toujours la faute de Linda. Cette situation la plongeait dans une anxiété permanente pour sa fille. Linda avait révélé qu'avant même de l'épouser, elle était consciente des démêlés de Todd avec la justice. Dans un passé trouble, Stermer traînait 2 condamnations pour délits liés aux stupéfiants, conduite en état d'ivresse et une agression mineure. La nuit précédant l'incendie, le 6 janvier 2007, Ashley Gibson, 20 ans, relata avoir appelé le domicile familial. Elle désirait parler à sa mère, mais son beau-père répondit. « Ta mère n'est pas là, dit-il, avant d'ajouter d'une voix étrange, « J'ai eu une conversation avec Dieu. Je n'ai pas encore décidé, mais l'un de nous quittera cette maison dans un sac mortuaire, soit moi, soit ta mère. » Après la mort tragique de Todd, les détectives enquêtèrent minutieusement sur le cercle familial de Stermer pendant 2 ans. Leur conclusion fut que Linda avait délibérément renversé son mari avec sa voiture lorsqu'il avait réussi à s'échapper de la maison en flammes. Le 5 juin 2009, le procureur estima avoir rassemblé suffisamment de preuves pour arrêter Linda Stermer, l'accusant d'incendie criminel et d'homicide conjugal. Le 5 janvier 2010, Linda comparut devant le tribunal.
Les preuves présentées étaient principalement circonstancielles, se concentrant sur les actions de Linda avant et après l'incendie. Ses fils témoignèrent qu'elle les avait pressés de se rendre au cinéma ce dimanche matin, leur interdisant même de dire au revoir à leur père, prétextant qu'il dormait encore. Devant la cour, ils insinuèrent que leur mère aurait pu lui administrer une forte dose de sédatifs, voire de substances illicites. Cette théorie fut étayée par Kate Fox, une ancienne amie et collègue de Linda. Elle révéla qu'après la tragédie, Linda lui avait confié sa crainte que les enquêteurs ne découvrent une tasse de café qu'elle aurait utilisée pour droguer Todd. Toutefois, l'autopsie ne révéla aucune trace de substance dans l'organisme de la victime. Amis et collègues, des secrets dévoilés et des accusations explosives ont surgi lors du procès. Madame Fox a révélé que Linda avait envisagé des moyens radicaux pour se débarrasser de son mari, allant jusqu'à évoquer la possibilité d'un accident de voiture. Linda a catégoriquement nié ces allégations, arguant que Madame Fox était motivée par une rancune professionnelle tenace. Un autre secret a été déterré. Une liaison entre Linda et un collègue nommé Chris Williams. L'homme a confirmé avoir entretenu une relation amoureuse avec Madame Stermer alors qu'elle était encore mariée. Linda a reconnu cette liaison, mais a insisté sur le fait qu'elle avait débuté après le décès de son mari. Elle a accusé Madame Fox d'avoir manipulé Chris Williams pour qu'il témoigne faussement contre elle, alimentant ainsi une vendetta personnelle. L'avocat de Linda a exposé des preuves accablantes, révélant que Kate Fox, l'amie intime de Linda, était aux prises avec des troubles mentaux profonds. Le frère de Kate a même témoigné à la barre, semant le doute quant à la fiabilité de ses dires. Un employé d'une station-service a également apporté un témoignage crucial. Il a affirmé avoir vu Linda et Termer ce matin-là. Il a précisé que Linda avait réglé le prix de l'essence et rempli un jerrycan près de la porte arrière de son 4x4. Face à ces accusations, Linda a catégoriquement nié avoir rempli le jerrycan. Elle a expliqué qu'il faisait un froid glacial ce matin-là et que ses mains étaient engourdies par le froid. Après avoir payé l'essence, elle s'était simplement approchée de la porte arrière de sa voiture pour récupérer des gants sur la banquette arrière. Elle avait ensuite fait le plein de sa voiture avant de rentrer chez elle. Linda a justifié la présence de jerrycans similaires sur leur propriété en expliquant qu'ils en utilisaient régulièrement en raison de leur vaste exploitation et de leurs 30 chevaux. Dans l'enceinte austère de la prison, une confidence glaçante se murmurait entre les murs. Linda, accusée d'un crime abominable, aurait révélé à sa codétenue avoir orchestré un incendie criminel pendant que son mari sombrait dans un sommeil paisible. Une autre détenue rapporta également que Linda lui avait avoué l'avoir frappé à la tête. L'accusation portait sur un acte d'une cruauté sans nom. Linda aurait aspergé Todd, son époux endormi, d'essence avant de l'immoler. Les preuves matérielles semblaient accablantes. Des traces d'hydrocarbures avaient été décelées sur ses vêtements, de son jogging à ses chaussettes attestant de sa proximité avec le combustible. Mais un détail troublant venait semer le doute, des résidus similaires avaient été retrouvés sur les habits du voisin, celui-là même qui avait secouru Todd, gisant au sol. L'avocat de la défense, flairant la faille, s'empressa de souligner la profession du voisin. Ferrailleur, constamment exposé aux émanations d'essence. Une autre pièce à conviction, un torchon imprégné d'essence et retrouvé dans la buanderie où Linda l'avait lavé peu avant le sinistre, venait alourdir le mystère. Linda affirmait que ce jour-là, il réparait le four, se maculant de mazout. Les serviettes, imprégnées d'une odeur nauséabonde, désespéraient la femme qui tentait vainement de les laver. L'avocat de Linda s'efforçait de démontrer que l'incendie avait été déclenché par cet homme qui avait péri, victime de son propre acte. Étonnamment, aucun résidu d'essence n'avait été détecté sur les vêtements de Linda. De plus, il fut révélé que cet homme avait été soupçonné à 2 reprises par la police pour des faits similaires. 2 autres propriétés lui appartenant avaient été réduites en cendres dans des circonstances mystérieuses. À chaque fois, il était accablé de dettes et confronté à de graves difficultés financières. Le procureur balaya d'un revers de main les allégations, les qualifiant d'absurdité. Il rappela avec véhémence que Linda, après avoir vu Todd s'échapper de la maison en flammes, l'avait renversé avec sa voiture sans même daigner composer le 911. Pointant Linda du doigt,
le procureur l'a dépeignit comme une personne manipulatrice, un véritable démon. En 2010, 3 années après la tragique disparition de Todd Stermer, le verdict tomba, implacable. Linda Stermer fut déclarée coupable d'incendie criminel et de meurtre au premier degré. Cette affaire divisa sa famille en 2 factions irréconciliables, rompant tout lien. Les fils se rangèrent du côté de leur père défunt, tandis que les filles apportèrent leur soutien à leur mère. La sentence fut sans appel. Linda Stermer fut condamnée à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Pourtant, l'histoire ne s'arrêta pas là. Animée d'une détermination sans faille, Linda poursuivit son combat acharné pour recouvrer sa liberté. Durant les 5 années qui suivirent, elle multiplia les recours devant les tribunaux de l'État, allant jusqu'à la Cour suprême du Michigan, mais en vain, chaque appel se soldant par un rejet. Loin de se décourager, Linda finit par adresser une requête à la Cour fédérale. Elle y dénonça les erreurs de son avocat, pointant du doigt son choix de ne pas engager un expert en incendie. Un tel spécialiste aurait pu, selon elle, prouver que le feu qui ravagea la demeure des Stermer était de nature accidentelle. D'ailleurs, un expert chevronné affirma par la suite que l'enquête initiale avait été menée avec une négligence flagrante. Les enquêteurs avaient décollecté un nombre insuffisant d'échantillons de débris calcinés sur le site de l'incendie, une lacune regrettable pour une analyse approfondie. L'expert légiste, avec une assurance tranquille, affirmait que les preuves manquaient cruellement pour accréditer la thèse d'un acte criminel perpétré par Linda. L'accusation selon laquelle elle aurait aspergé Todd d'essence avant de l'immoler ne tenait pas, selon lui, face à l'absence de preuves tangibles. 30 pompiers, interrogés sur la possibilité que la victime, couverte d'essence, ait pu s'extraire seule des flammes, avaient accueilli cette idée avec un rire sonore et incrédule. Quant aux traces d'hydrocarbures retrouvées sur les vêtements de Todd, l'expert suggérait une explication plausible. Le voisin, en recouvrant la victime de sa veste de travail, aurait pu contaminer les vêtements, cette dernière portant elle-même des traces de carburant. L'expert avançait une hypothèse audacieuse, celle d'un Todd Stermer ayant lui-même déclenché l'incendie, se retrouvant par la suite piégé par les flammes qu'il avait allumées. Linda, elle, était indemne. Ses vêtements ne portaient aucune trace du moindre produit inflammable. L'absence de toute trace d'essence sur ses habits jetait un doute supplémentaire sur son implication. En 2016, un nouvel avocat de Linda déposa une requête amendée, intégrant les conclusions d'un expert en incendie. 2 ans plus tard, en octobre 2018, un juge fédéral ordonna une nouvelle audition dans l'affaire de la famille Stermer. Lors de cette audience, Linda avança l'hypothèse qu'un morceau de charbon incandescent aurait pu accidentellement tomber de la cheminée du salon, enflammant ainsi le plancher. Près de 2 mois plus tard, juste avant Noël 2018, le juge rendit son verdict. Il déclara que le procureur avait induit le jury en erreur en affirmant que Linda possédait 2 téléphones portables, une allégation dépourvue de preuves. Le juge critiqua également la défense de Linda, estimant que son avocat avait desservi sa cliente en ne faisant pas appel à un expert en incendie immédiatement après le drame. Le juge avait également noté que, bien que les témoignages des anciennes amies de Linda et de Kate Fox aient été accablants, elle souffrait réellement de problèmes de santé mentale. En décembre 2018, près de 12 ans après l'incendie, la condamnation de Linda Stermer fut annulée et elle fut libérée. La femme avait déjà passé environ 9 ans derrière les barreaux. En 2019, alors que Linda Stermer était libre depuis environ 1 an, le procureur général du Michigan fit appel et demanda le rétablissement de la condamnation de Linda. Ses filles craignaient que leur mère ne soit renvoyée en prison. Le 3 décembre 2019, Linda Stermer, ses filles et sa mère se présentèrent à l'audience. Cette fois, le juge ne se concentra pas sur l'incendie de la maison des Stermer, mais plutôt sur le fait que Linda avait écrasé son mari avec sa voiture. Linda persistait, affirmant qu'elle n'avait jamais intentionnellement heurté son mari. Prise de panique, elle ne comprenait ni comment, ni quand l'accident s'était produit. L'idée de le tuer ou de lui faire du mal lui était insupportable. En 2020, la Cour d'appel avait statué en sa faveur, confirmant l'annulation de sa condamnation initiale. Pourtant, le parquet refusait d'abandonner. Les procès se succédaient
et Linda y assistait à chaque fois, reconnaissante de pouvoir savourer sa liberté. Elle vivait désormais avec sa fille Ashley, travaillait dur et économisait, rêvant du jour où elle pourrait acheter une nouvelle maison et réunir sa famille. Ses fils, cependant, l'appelaient désormais simplement par son prénom, Linda, un rappel constant de la fracture qui s'était installée. Le poids du deuil et l'amertume persistaient, même après sa libération. Les fils ne pouvaient se résoudre à pardonner à cette femme qu'ils tenaient pour responsable de la disparition tragique de leur père, Todd Stermer. Leur conviction restait inébranlable, elle seule avait ôté la vie à celui qu'ils chérissaient.